Et salut ami rider. Voilà, j'ai décidé de faire cette petite vidéo de présentation de mon cube parce que j'ai remarqué quand je voulais acheter ce cube là qu'il n'y avait pas grand chose en termes d'avis vraiment d'utilisateurs. C'était soit des choses avec des abonnés, des magasins avec un intérêt, mais pas un avis d'utilisateur qui soit pas intéressé. Donc c'est pourquoi je fais une vidéo objective sur le cube. Un moment sur le cube donc sur le cube stéréo hybride 144 HPC SLX. Voilà. Le SLX par rapport au Race, il y a des équipements qui sont différents, mais ça de toute façon vous pourrez retrouver ça dans plein de vidéos et puis sur les docs techniques. Moi je suis pas là pour ça, je suis là pour donner mon avis sur le vélo et puis quelques petites choses que j'ai cherché par moi-même, qui m'ont pris du temps à regarder des tutos et qui sont pas forcément évidentes à l'achat. Alors j'ai acheté ce vélo là sur un site allemand, la Bike Discount. Il était soldé à 4003, sachant qu'en magasin ici, moi j'habite à Mâcon, en magasin il était à 5003. Donc je veux bien mettre un petit peu plus cher pour passer par un magasin, parce que c'est toujours mieux, hein. Il y a des montées, il y a le service, il y a les gens en face, c'est beaucoup plus sympa. Mais là 1000 euros, j'ai pas réfléchi longtemps. J'avais en fait un semi-rigide, un Moundraker semi-rigide, et puis dans les coins du Beaujolais, du Mâconnais, c'est pas le sud de la France, mais j'aime bien passer dans les endroits un peu cassants, et un peu cassant en descente et bourriné. Et ben je voyais que par rapport aux copains qui avaient des touches suspendues, clairement vous êtes désavantagés, hein. Mais je suis content d'être passé par un semi-rigide pour l'aspect technique, de savoir un petit peu voilà, où se placer. C'est vrai que c'est pas mal. Ça demande plus d'exigence, et puis Moundraker, j'ai adoré cette marque. Sincèrement, si j'avais eu plus les moyens, je serais parti sur un Crafty Air carbone, des choses comme ça. Mais bon, là c'était c'est plus de 7000 euros. Donc je cherchais un bon compromis. Et le bon compromis, clairement, vous le savez, c'est les marques allemandes. Donc il y a Cube, il y a Focus. C'est les deux, je pense, avec en ce moment le meilleur compromis. Donc là c'est le 2025, donc c'est le tout dernier avec le moteur Bosch génération 5, avec la mise à jour 100 Newton, etc. Donc ça on sait tous. Qu'est-ce que j'ai changé? Je vais faire un tour de propriétaire, si vous voulez, du vélo, de savoir un petit peu moi ce que je conseille de changer, et puis moi mes préférences, ce que j'ai changé. C'est parti. Donc hyper important, la selle qui est venue avec le vélo, c'était enfin c'est pas confortable quoi. Je sais pas si c'est de la merde ou bien je jugerai pas, mais en tout cas j'avais celle-ci sur le Moundraker, donc je l'ai détachée, je l'ai remise. Une Ergon, elles sont top, sincèrement, j'ai pas trouvé mieux. Donc la selle, c'est ce que j'ai changé en premier. Après, alors le vélo il est venu avec un système contrôleur simple avec les LED. Donc j'ai mis le Kiox 400C. Là aussi j'ai pas mal cherché si c'était directement compatible et tout, donc, parce que j'ai un câble en Y, j'ai un câble qui venait au système contrôleur, et puis j'ai un autre câble qui venait sur un Purion, le Purion 400 qui était au-dessus.
Donc moi j'étais avec le Purion 400, le système contrôleur à LED et du coup j'avais rajouté le smartphone grip qui est super, hein, mais en fait ça faisait un gros pâté et j'avais envie d'épurer le poste de pilotage. Donc je voulais conserver les traces GPS. Donc comme j'ai vu que l'écran là c'était comme le 300 et le 500, le Kiox, on pouvait avoir le GPS dessus, je me suis dit je vais revenir à ça. Bon, je sais que c'est pas terrible comme GPS, il est pas précis, les traces quand ça se croise en fait il n'y a pas de flèche donc on ne sait pas aller à droite ou à gauche pour être dans la bonne boucle, donc ça c'est un peu la merde. Mais voilà, quand on connaît et quand c'est des disons, même si on connaît pas et que ça reste assez droit et qu'on est déjà sur la trace, parce qu'au début aussi c'est galère quand on commence une rando, faut que le truc il trouve la trace, et quand on est dessus ça se passe plutôt bien. Et donc après, si j'ai un doute, j'ai rajouté un SP Connect. Donc SP Connect, franchement j'en suis très content, avec un système de lock. Je peux montrer, mais vous connaissez, je pense. Enfin, de toute façon il y a des choses sur internet. Donc tout simplement, clac, et c'est fini. Alors ce qui me plaît là-dedans, c'est que mon poste de pilotage il reste assez épuré, parce que c'est vraiment dans la continuité de ma potence. Donc pour l'instant je suis là-dessus. Par contre le désavantage c'est que je peux plus recharger par induction, et ça j'aimais bien. Je peux recharger par contre par câble avec le petit avec ça, mais bon ça fait un câble qui se balade, là c'est pas le top. Ça je suis encore en réflexion là-dessus. On verra si je repasse pas au smartphone grip, c'est un peu con, je l'ai vendu d'occasion. Pour les autres choses que j'ai changé, que j'ai réglé, c'est justement le poste de pilotage. Quand on achète le cube, et il y a toutes les cales là qui sont en dessous, donc ça fait que le guidon est vachement haut, et c'est vraiment typé balade tranquille. Moi, comme je suis pas balade tranquille, j'ai abaissé le poste de pilotage, et sincèrement c'est ce qui change le plus, parce que j'ai changé aussi la direction de la fourche. Donc on peut en soulevant ça et en tournant les deux bagues en haut et en bas. Alors pour info, il y a des marques, ça aussi c'est pas très bien expliqué, mais je vais vous le dire tout de suite de façon certaine. Là j'ai un trait qui est vers l'avant du vélo en haut, et en bas c'est l'inverse. Le petit trait il est de la bague là, il est de l'autre côté, il est derrière. Donc ça c'est typé maniabilité. C'est typé la fourche, du coup elle se trouve disons plus près du vélo. Si vous voulez avoir plus d'angle, donc plus pour les DH, pour les choses vraiment engagées, il faut faire l'inverse. Donc il faut mettre en haut, il faut mettre le point derrière, et en bas mettre le point devant. J'ai essayé, j'ai pas senti une énorme différence sincèrement. Et comme les cubes ils sont pas forcément des plus agiles, je voulais retrouver un petit peu d'agilité, donc avec un poste bas et un angle pas trop grand. Enfin grand, ça dépend dans quel sens on parle, mais disons je voulais revenir à un angle plus proche du vélo. Alors concernant les amortisseurs, moi j'en suis très content du Fox. Performance, la rythme performance à l'avant, et puis à l'arrière un float.
Ouais, j'ai pas grand chose à dire sur la Morto derrière. La Morto de devant, bah bien sûr, faut faire son sac, faut faire ses réglages. Il vaut mieux repartir pratiquement de zéro, parce que moi en fait ici j'avais pas 150, j'avais beaucoup moins. Donc je me suis dit, je me suis fait arnaquer, sauf que c'était pas équilibré l'air, donc j'ai dégonflé un peu, regonflé, et puis il faut pomper 5 fois, regonfler, et là on commence à équilibrer l'air dans les fourches, et on retrouve 150. Alors 150, il y a une partie qui est, si vraiment je soulève un peu le vélo, on le voit, ça fait 160, 165 maxi. Il y a une partie juste à cause du poids du vélo qui est enfoncé. Mais l'utile, en tout cas, quand on n'est pas sur le vélo, disons, ça fait à peu près. Mon impression sur le terrain est clairement vraiment bon. Hein. On entend beaucoup que Cube, c'est pas joueur, c'est pas tôt. C'est des critiques, je pense, parce que je pense que c'est quand même le leader sur le VTT-AE en termes de vente. J'en sais rien, j'ai pas les chiffres, mais disons que c'est plus grand public que du Specialized ou du Santa Cruz qui joue sur leur image. Mais 4300 € avec une batterie de 800, dernière génération de moteur, des amortos Fox de bonne qualité, tout en XT, la selle télescopique que j'avais pas sur mon tout suspendu. Voilà, c'est top. J'ai changé les poignées. Alors j'ai pris des Ori, elles sont top, hein, elles sont très bien. Les celles d'origine étaient pas mal aussi, mais j'avais mal aux doigts à force je serrais très fort, surtout en bike park là quand j'étais allé aux Deux Alpes, j'avais les doigts défoncés. Donc j'essaye les Ori, et puis pour l'instant je fais quelques rando, ça me va bien, c'est de la cam. Indispensable le garde-boue avant, que tout le monde a, là, le Fox, il est bien rigide, il a rien à dire. Franchement, ça fait vraiment le taf à l'arrière. J'ai pas mis de garde-boue, je m'en fous, je lave mes affaires. C'est derrière, donc ça me gêne pas pour conduire. Donc voilà, vélo pour vraiment revenir, top. Au Kiox 400C là. Donc c'est pas très clair les vidéos des Allemands là, doublées en français là. Et ce qu'ils disent pas, et ce que je vous dis, c'est que quand vous aurez le 400C avec le Purion, ce qui va se passer, c'est que avec la mini remote là, vous allez pouvoir que contrôler le Purion. Du coup ça m'allait pas du tout, parce que moi je voulais absolument tout remplacer et avoir un seul écran, un seul contrôleur. Donc simplement j'ai essayé, hein. Là il y a le câble de branchement du Purion. J'ai débranché le Purion, j'ai désactivé sur mon application e-bike flow, et tout de suite du coup quand j'appuie sur la mini remote, ça fait bien fonctionner l'écran. Donc là je suis vraiment satisfait de ça. J'attends vraiment impatiemment quand même qu'ils travaillent sur le GPS, parce que tout est bien, hein, notamment il y a donc là c'est le premier écran, la vitesse. Après c'est la puissance cadence, et là c'est distance totale et les pourcentages du téléphone et du vélo. Et là en fait cet écran là, le quatrième, il est intelligent, donc là il s'adapte. Quand on est en montée il affiche quelque chose, sur le plat il affiche autre chose, et en descente il affiche la vitesse, et ça va vraiment pas mal. Alors c'est pareil, le problème c'est que
j'arrive pas à voir si, à part d'être sur le plat, donc sur le plat il affiche la distance parcourue depuis qu'on est parti. Par contre, si je suis pas sur le plat et qu'on me demande, qu'un pote me demande tiens on a fait combien de kilomètres, et ben j'ai beau changer d'écran, il y a rien. Donc en fait il va y avoir une mise à jour de Bosch là pour cet écran pour pouvoir paramétrer en fait ce qu'on veut afficher, et ça c'est dans ils disent mi-automne, enfin mi-octobre. En automne, j'ai demandé, j'ai envoyé un petit mail et ils m'ont dit mi-octobre. Donc ça, j'attends avec impatience. Donc aussi, j'ai mis des pédales plates. J'ai mis du gris puisque le vélo il est gris, comme les poignées en gris. Ça fait des petits rappels. Pédales plates avec les picots. Donc j'ai essayé les pédales auto, mais c'est hyper casse-gueule. C'est chiant hein, Enfin, c'est pas mon truc, j'y arrive pas. Par contre, pédales plates et les 510 ou des chaussures, disons avec une semelle qui accroche, sincèrement ça dérape pas du tout. On sent vraiment la différence par rapport à des baskets normales. Ça je vous le conseille si vous aimez pas les pédales auto. Oh, voilà. Qu'est-ce que j'ai changé? Bah oui, les pneus. Hop là. Les pneus, bah, quand on achète sur internet, là, sur des sites allemands, ils sont jamais, à ma connaissance, ils sont jamais en tubeless. Ils n'arrivent pas avec le liquide préventif, le tubeless. Ils sont tubeless ready. Ils sont prêts à recevoir du tubeless, mais ils le sont pas. Donc j'ai fait moi-même. Il y avait des Schwab, des pneus Schwab en première monte. Je les ai pratiquement usés, un peu moins celui de l'avant, mais j'ai pris des Michelin là, E-Wide, j'en suis très content. Je suis pas allé par hasard, hein, j'avais des potes qui l'ont déjà. Manu m'a conseillé ces pneus là et c'est vrai qu'ils sont vraiment top parce qu'ils accrochent de fou, surtout à l'arrière en traction. Quand on est en montée, on a vraiment une énorme accroche. Et puis dans les virages aussi, les crampons sur les côtés ils sont beaucoup plus gros, donc quand on commence à incliner son vélo, on a vraiment du grip aussi dans les virages. Il y a un profil, les Michelin et E-Wide là, ils ont un profil beaucoup plus carré comparé aux Schwab qui étaient des boudins. On le voit un peu si on regarde vu du dessus. Je sais pas si on s'en rend compte, mais le profil est vachement carré. Donc pour les virages c'est top. Pour changer les pneus tubeless, bon bah il y a plein de tutos sur YouTube, il n'y a pas de souci. Moi ce que je conseille c'est pas se prendre la tête, prendre du Mucoff pour le scotch là. Alors il y en a qui montrent qu'il faut bien tirer, etc. Franchement on tire un peu, mais il se met tellement bien, le scotch, il a un bon comportement que ça passe bien. Moi je l'ai fait comme ça, c'était la première fois, je l'ai fait un peu pas à l'arrache, mais je l'ai fait vite et j'ai zéro souci. Les Schwab sont durs par contre à enlever là, je les ai trouvés vachement rigides. Ah oui, par rapport au tubeless, donc il faut faire claquer les pneus. Moi il y en a un des deux qui a pas claqué acoustiquement, j'ai pas eu le bruit, mais il tient depuis longtemps.
donc c'est pas obligatoire. Le compresseur c'est pas obligatoire non plus. J'ai fait avec la pompe, une pompe Decathlon à pied classique, il faut juste enlever l'obus. Donc d'ailleurs je vous conseille de prendre des valves. Si je vous montre, je sais plus la marque, mais c'est des valves avec en fait l'embout comme ça. C'est là, j'ai pris des nids. Et l'embout là, on peut démonter l'obus. Donc ouais, je trouve ça pratique. Il n'y a pas besoin d'aller chercher le petit démonte obus qui est au fond du garage dans un carton. Donc ça c'est cool à avoir, des valves tubeless avec le démonte embout intégré. Ce qu'il faut faire aussi, quand on reçoit un VTT comme ça, la 9 là, c'est recouper le guidon. Ils sont tout le temps beaucoup trop grands. À moins que vous faites seulement du bike park des Alpes, donc avec aucun arbre. En fait, quand on est dans des petits singles en forêt, et ben on se tape tous les arbres. Donc moi je conseille vraiment même si on est grand, de couper un peu, pas autant que quelqu'un qui sera plus petit, mais on peut bien couper 1 cm, 2 cm de chaque côté, faire du 750, 740 de longueur pour le guidon. Ça va bien pour tout ce qui est all mountain, c'est parfait. Alors j'ai fait 2-3 achats qui sont bien inutiles. J'ai été un bon pigeon sur certains trucs. Donc par exemple les béquilles, parce que sur Cube ils disent qu'il y a sous ici en fait un pas de vis, 2 pas de vis pour visser une béquille qui est de bonne qualité, il n'y a rien à dire. Mais ça fait du bruit quoi, elle tape, ça tape sans arrêt. Et moi j'aime, dès que j'ai un bruit sur mon VTT, ça va pas, je dors pas bien le soir. Donc j'ai viré ça vite fait. Voilà, j'ai dépensé ça, je l'ai essayé une fois et c'est parti au fond du garage. Donc ça, si vous aimez pas avoir un peu de bruit et que vous faites du vrai VTT, c'est sûr que si vous faites du chemin, ça va pas taper, ça va pas faire de bruit. Mais dès que vous allez aller dans les cailloux un peu cassants, ça va faire clac 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 clac. C'est pas possible. Un petit point rapide sur tout ce qui est batterie. Il y a beaucoup de choses sur internet, mais je vous le dis en vrai, moi mon expérience. Moi je pèse 65 avec tout l'équipement. Je peux faire 68 à tout péter. Une batterie de 800 watts avec le Gen 5, etc. Je peux faire une sortie de 50-60 km tout en EMTB, et j'ai encore j'arrive à 0, je pense à 60, puis ça dépend le dénivelé, mais sincèrement à mon avis tout en EMTB 50 km avec 2000 maxi de D+, ça tient. Donc comme je suis pas tout le temps MTB, j'essaye quand même de souffrir de temps en temps et d'être en écho et tour. Sincèrement, je pense que je peux arriver à 80-90 km selon comment c'est, sans problème. Donc sur des randos classiques, ça devient plus un problème parce que 80 km en VTT, sincèrement, on a le cul en vrac, et puis c'est trop long, à part de faire des journées entières, des trips que je fais. Je prends ma tente de toit, je pars, je dors, je roule toute la journée, mais je vais faire 70 km. En vrai VTT, je parle, et ça suffit bien, on dort bien la nuit quoi.
Alors le comportement du vélo, je l'ai dit un peu, moi j'en suis très satisfait. Finalement, même par rapport au Mondraker qui a une réputation d'être assez exigeant, et ben en fait là la géométrie est peut-être moins exigeante, mais le fait que ce soit un cadre carbone, donc c'est cadre carbone à l'avant, enfin à l'avant tout le cadre, il y a juste l'arrière, tout ce qui tient la roue arrière qui est en alu, mais le carbone ajoute de la rigidité et donc des relances qui sont sympas dans les virages, voilà, en faisant les réglages un petit peu qui conviennent à chacun, mais moi je conseille quand même, si vous êtes en mode un peu sportif, d'abaisser au max le guidon, et puis l'angle, vous pouvez essayer les deux, ce qui vous convient. Ça c'est bien de faire des essais d'angle de la fourche là, c'est pas mal. Donc non, c'est un vélo polyvalent, vraiment, parce que si on veut vraiment être tranquille, on peut le régler d'une certaine façon, et si on cherche plus à le rendre haut de gamme et à faire des chemins un peu techniques, et ça le fait, hein. Sincèrement, le vélo, j'ai pas senti de limitation comme j'ai senti sur mon Mondraker semi-rigide, où je disais bah là en fait le matos je peux pas quoi. J'ai beau bourriner, fermer les yeux, et ben non, ça marche pas. L'amortisseur arrière quand même, ça apporte beaucoup de choses, surtout en descente, mais même en montée, on a plus d'accroche aussi en montée. Après, c'est pas un amortisseur haut de gamme, je pense que ça j'aimerais bien le faire évoluer plus tard. Je trouve qu'il s'affaisse un peu trop, et les pédales, si on le dégonfle ne serait-ce qu'un tout petit peu, elles vont facilement frotter le sol. Pas quand c'est plein, mais quand il y a des petites ornières ou des petits rochers, c'est souvent en fait que je touche avec mes pédales. Et souvent, c'est régulier. Bon, c'est pas dérangeant quand on le sait, on essaie de bien se placer, mais je pense que là il y a une amélioration à faire là-dessus, je pense sur l'amorto essentiellement. Alors le dérailleur arrière, un petit mot sur le dérailleur arrière, quand il est bien réglé, sincèrement il est super pratique, parce qu'avec la manette on peut rester appuyé pour mettre des vitesses plus faciles, et on peut, ça va 3 fois. Disons quand on appuie à fond, ça fait 1, 2, 3, 3 fois, et de l'autre côté c'est 2 fois, et c'est très fluide, très souple, il n'y a vraiment rien à dire, sauf que c'est un câble, et quand on tape un peu, s'il se passe quelque chose, le câble il peut être moins tendu, et là ça commence les problèmes avec des vitesses qui couinent et tout. Donc pour pas être emmerdé, si vous vous posez la question, c'est les dérailleurs sans fil. J'ai pas encore passé, ça c'est une évolution que je pourrais faire, mais ça coûte cher, et tant qu'il fonctionne, mon dérailleur arrière qui est quand même de bonne qualité, je le changerai pas. Bon voilà, je vais pas faire plus long, je vais conclure la vidéo, et puis en vous disant quand même que si vous avez des questions, vous pouvez me mettre dans les commentaires. J'ai quand même pas mal vu de petits détails d'un point de vue pratique qui peuvent vous servir si vous avez des questions, de changer des écrans, des pneus, des câbles, puis le matos aussi, tout ce qui est matos qu'il faut, le porte-vélo, les gants, est-ce que je mets une banane, est-ce que je mets un sac à dos, le liquide préventif, voilà, tous les détails
autour du vélo, parce que quand on achète un vélo, il n'y a pas que le prix du vélo, on se rend compte que il faut tout l'équipement qui va avec. Et je commence à être bien équipé sans abuser, hein. Il y en a qui sont geeks de fou, fashion victime du VTT. C'est bien, ça donne envie de temps en temps, c'est cool de se faire plaisir, mais il y a des trucs qui sont un peu inutiles. Donc voilà, merci. Posez vos questions en commentaire, et puis j'y répondrai avec plaisir. Tchuss.